Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Une annonce destinée à séduire l'opinion publique internationale. Réaction de Guillaume Soro après l'annonce du président Alassane Ouattara de ne pas briguer un troisième mandat à quelques mois de la présidentielle ivoirienne à laquelle Guillaume Soro, exilé en France depuis décembre suite à un mandat d'arrêt des autorités ivoiriennes, se porte candidat. L'épidémie de Covid-19 pousse le gouvernement camerounais à prendre des mesures exceptionnelles. 2 cas de coronavirus ont été détectés sur le territoire. Le gouvernement annonce un renforcement de la surveillance aux frontières. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. De nombreuses manifestations se sont tenues partout dans le monde à l'occasion de cette journée, notamment en Afrique. Des progrès, mais encore un long chemin à parcourir pour les droits des femmes sur le continent. Les réactions se succèdent après l'annonce du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara de ne pas briguer un troisième mandat. Réaction très remarquée, notamment de Guillaume Soro, candidat déclaré à la présidentielle de 2020, pour qui cette annonce est un non-événement. Pour l'ex-président de l'Assemblée nationale, cette décision du président n'est en réalité destinée qu'à détourner l'attention des Ivoiriens des vraies problématiques entourant ce scrutin, à l'instar du projet visant à modifier l'actuelle constitution. Ange Bijou Nomenyo. Guillaume Soro réagit à l'annonce du président ivoirien Alassane Ouattara. Dans une allocution faite sur les réseaux sociaux, l'ex-président de l'Assemblée nationale a minimisé la décision du président ivoirien de ne pas se représenter pour un troisième mandat. Selon lui, cette annonce était destinée à détourner l'attention du peuple des vrais enjeux, à savoir le tripatouillage de la Constitution. On l'aura compris, cette annonce est destinée à séduire l'opinion publique internationale, à obtenir la bienveillante complaisance de celle-ci et surtout à détourner l'attention du peuple des vrais enjeux, à savoir le tripatouillage de notre Constitution pour asseoir le règne d'un clan ad vitam aeternam. Guillaume Soro insiste sur le fait qu'il est bel et bien candidat au scrutin présidentiel d'octobre 2020. Exilé en France depuis décembre suite à un mandat d'arrêt des autorités ivoiriennes, il a appelé de nouveau à des élections inclusives et à la mise en place d'une commission électorale consensuelle. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, les hommes politiques apprennent à rentrer dans le sens de l'histoire. Je pense que le président Alassane Ouattara a été clair. Je crois que c'est une très bonne chose et il faut saluer cette déclaration. Quant à M. Guillaume Soro, qui veut être un acteur de la vie politique ivoirienne, qu'il apprenne aussi à reconnaître les mérites de celui qui est au pouvoir. Parce que si lui, demain, il devient président de la République, est-ce à dire que lui, tout ce qu'il fera devait être dénoncé par tout le monde? Les partis de l'opposition ivoirienne ont également rejeté le projet de révision de la Constitution. Ils ont toutefois salué la décision du président de la République de ne pas briguer un troisième mandat lors du prochain scrutin présidentiel qui aura lieu le 31 octobre 2020. Les Maliens attendus aux urnes le 29 mars pour élire leur nouveau député. La campagne a démarré dimanche pour les candidats en lice. 550 listes de candidatures sont en compétition pour ces élections législatives. Les autorités annoncent plus d'1 millier de candidats. 147 sièges sont à pourvoir. L'Assemblée nationale aurait déjà dû être renouvelée depuis 2018. Dans un contexte sécuritaire précaire, cette première journée de campagne n'a rencontré que peu d'engouement au sein de la population. Après qu'un deuxième cas de coronavirus ait été confirmé ce vendredi au Cameroun, les autorités annoncent le renforcement des dispositifs sanitaires, mais aussi de surveillance aux frontières afin d'éviter la propagation du Covid-19 qui a déjà fait plus de 3500 morts ailleurs dans le monde. Le point sur la situation avec Thierry Ndassa. Après les 2 cas de Covid-19 confirmés à Yaoundé le 6 mars, la presse nationale et internationale a été conviée 24 heures plus tard à une communication conjointe regroupant 3 membres du gouvernement camerounais. Les ministres de la Communication, de la Santé publique et de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales ont tenu à informer l'opinion nationale et internationale sur les mesures prises par le gouvernement afin de circonscrire cette épidémie. Une mobilisation des équipes d'urgence a permis le traçage de toutes les personnes en contact direct avec les 2 patients placés en quarantaine. Nous pouvons dire pour le patient numéro 1, aujourd'hui, nous sommes à 149 contacts de tracés.
Et donc, ces équipes sont régulièrement sur le terrain et continuent encore de tracer ces contacts-là. Nous sommes à 149. Pour le patient numéro 2, la dame camerounaise, nous sommes à 30 contacts de tracés. Et donc, une fois ces contacts tracés, nous essayons de faire le tri et de voir qu'est-ce qui a haut risque, qu'est-ce qui a un risque faible et qu'est-ce qui a là où il n'y a pas de risque. L'heure est à la riposte. Le gouvernement a ainsi instruit un durcissement des accès aux frontières camerounaises. Le but est de réduire au maximum de nouvelles importations du virus. Le ministère de la Santé publique annonce un processus de suivi médical pour toute personne arrivée au Cameroun et en provenance d'un pays frappé par l'épidémie. Nous allons être davantage quand même un peu plus fermes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous débarquez dans notre pays, vous arrivez dans notre pays en provenance d'un pays où le virus circule, nous vous demanderons de nous laisser votre contact et de nous dire là où vous allez résider pendant tout ce temps-là. Et nous communiquerons cette information au chef de district de santé de la localité qui va vous suivre pendant 14 jours et cela chaque jour. Le gouvernement appelle les populations à ne pas céder à la panique. Le coronavirus, d'après le ministre de la Santé, dans 80% des cas, est beaucoup moins grave qu'on ne le pense. Un respect scrupuleux des règles basiques d'hygiène a été recommandé par les membres du gouvernement. C'est désormais un continent qui est sur le qui-vive après la multiplication des cas. 8 pays africains font désormais face au coronavirus et devant la menace, les pays se mobilisent et ceux qui n'ont pas été touchés se préparent. Et après la confirmation de ces 2 cas de coronavirus au Cameroun, le Gabon a restreint son passage à la frontière, plus précisément à sa frontière terrestre au nord avec le Cameroun. Nathalie Mouffe. Le Gabon a fermé sa frontière terrestre avec le Cameroun. La décision prise par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Lambert Noël Mata le 7 mars 2020 découle de la confirmation de 2 cas d'infection au coronavirus survenus au Cameroun. Une restriction des mouvements des personnes, circulation des camions exclus est ainsi en cours. Suite à la dernière réunion du comité de pilotage sur le coronavirus piloté par le Premier ministre chef du gouvernement, axé sur le renforcement des structures sanitaires et des mesures nécessaires de surveillance pour parer à toute éventualité et compte tenu de la découverte récente d'un cas de coronavirus à Yaoundé, il a été décidé de restreindre provisoirement les mouvements de personnes aux frontières nord. Les mesures jusqu'ici prises par le Gabon pour se prémunir du coronavirus incluent la mise en place d'un dispositif de contrôle à l'aéroport international Liomba de Libreville et la mise en quarantaine de voyageurs en provenance des pays touchés par l'infection de Covid-19. Seulement, des experts craignent l'impact de la fermeture temporaire des frontières sur les activités commerciales entre le Gabon et le Cameroun. La fermeture provisoire de la frontière entre ces 2 pays fait courir surtout au Gabon un risque de sécurité alimentaire si jamais cette crise perdure. Le Gabon n'ayant pas une autosuffisance alimentaire dépend beaucoup du commerce avec le Cameroun pour nourrir ses populations et pour tout ce qui est de production agricole. Le Cameroun est le premier pays d'Afrique centrale touché par le coronavirus. Au Gabon, les mesures de prévention ont déjà permis d'effectuer des tests de contrôle thermique sur 13 000 voyageurs à l'aéroport international Liomba de Libreville. 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Présence dans les instances politiques, participation économique, violence et discrimination. Où en est-on? Alors, de nombreuses avancées au cours de ces dernières décennies, notent les experts et les associations qui mettent néanmoins en lumière des progrès qui s'opèrent avec une certaine lenteur. C'est ce qu'affirme notamment la sociologue et environnementaliste Awa Bokarlital, auteure de La Reine de Saba à Michelle Obama, africaine, héroïne d'hier et d'aujourd'hui à la lumière de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Écoutez Awa Bokarlital. Y a-t-il des avancées significatives dans la vie et les conditions des femmes en général à travers le monde, puisqu'on parlait de journée internationale, et y en a-t-il de façon particulière pour les femmes africaines? Je répondrai absolument oui. Au niveau d'abord de l'éducation pour toutes les femmes, au niveau de l'accès au pouvoir, au niveau de l'accès même à l'avoir, je veux dire avoir des postes où les femmes
ont des salaires élevés tels que le revendiquait le mouvement syndical des femmes à l'origine justement de cette journée internationale de la femme, c'est-à-dire ces 15 000 femmes qui ont marché à New York, qui étaient des femmes essentiellement ouvrières et qui revendiquaient un meilleur salaire, qui revendiquaient moins d'heures de travail, parce que les heures de travail étaient telles que ça s'assimilait plutôt à de l'esclavage et non pas à un travail salarié, et également le droit de vote. De plus en plus de filles ont accès à l'éducation, de plus en plus de femmes ont des diplômes élevés, notamment des diplômes de collège, des diplômes universitaires. Et les salaires, c'est vrai que c'est encore une lutte à travail égal, salaire égal, même dans des pays développés tels que le Canada. Mais la lutte continue. Et il y a des lois, par exemple, sur la parité, telles que, par exemple, au Sénégal, où cette loi a été décrétée depuis 2011. Donc, les avancées sont là. C'est dire qu'il y a des avancées pour les femmes africaines, même s'il reste encore beaucoup de combats à mener pour les droits de ces femmes-là. Et dans le cadre de cette journée, un établissement baptisé Maison de l'Espoir a été ouvert en Centrafrique, dans la capitale Bangui. La structure vise à répondre aux besoins d'hébergement des femmes victimes de violences. 10 000 cas sont enregistrés chaque année. La situation est particulièrement alarmante. Rien que dans la capitale, MSF, Médecins sans frontières, reçoit en moyenne chaque jour jusqu'à 10 femmes victimes de violences sexuelles. Les violences faites aux femmes, aucun continent n'y échappe. En Afrique, elles sont 37%, soit plus d'une Africaine sur 3 à avoir subi des agressions sexuelles, selon l'ONU. Au Burkina Faso, les travailleurs des secteurs publics et privés ont manifesté samedi à Ouagadougou à l'appel d'un collectif d'une 50aine d'organisations syndicales. Les fonctionnaires ont dénoncé l'extension de l'impôt unique sur les salaires, aux primes et autres indemnités qui les exposent désormais à une baisse de leur pouvoir d'achat. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Jean-Paul Ouedraogo. Forte mobilisation dans les rues à Ouagadougou au Burkina Faso, où les syndicats ont donné de la voix en battant le pavé ce samedi 7 mars 2020. Une mobilisation totale qui sonne comme un avertissement lancé à ce que les syndicats ont qualifié d'inconséquences des autorités, notamment dans la gestion de la crise liée aux réformes fiscales de la loi de finances 2020. Ce sont des messages que nous adressons au gouvernement pour leur dire d'arrêter leur politique antisociale. Ce sont des messages que nous adressons à l'Assemblée nationale pour leur dire de se réveiller et faire en sorte que les contenus des lois qui sont votées soient des lois non seulement légitimes, mais qui prennent en compte les aspirations profondes des travailleurs, des populations, donc du peuple, en compte. À l'origine de la crise, l'élargissement de l'impôt unique sur les traitements et salaires IUTS aux agents publics, à l'image des travailleurs du privé, une mesure appliquée en février 2020 et qui, selon les travailleurs, a entraîné une diminution du salaire qui varie de 1 000 francs CFA à 200 000 francs en fonction des catégories. Une indignation pour ces derniers qui dénoncent un saccage de leurs conditions de vie dans un contexte où de nombreux dossiers en suspens et liés à des malversations ont fait perdre à l'État plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Vous observez aujourd'hui ce qui se passe au niveau de ce pays avec ce régime-là. Ce régime-là n'a aucune pitié pour les plus pauvres. Ils sont dans une logique de pressuriser les pauvres et engraisser les plus nantis. Les gens veulent jouer avec les travailleurs, avec la population en général. Puisque vous ne pouvez pas continuer à détourner de l'argent, à dilapider de l'argent comme vous voulez, et vous voulez ramener ça sur la tête des travailleurs. Les syndicats l'ont annoncé, ils seront fermes sur la question. Ils appellent au respect pur et simple de la loi en vigueur et à la suppression de la réforme. Une série de manifestations dont une nouvelle marche est prévue dans ce cadre du lundi 16 mars au vendredi 20 mars 2020. Le territoire d'Afrique australe est réputé pour ses réserves naturelles. Le Swaziland veut désormais davantage miser sur l'exploitation des énergies renouvelables. Le pays annonce la mise en place de 10 mégawatts d'énergie solaire photovoltaïque d'ici à la fin de l'année. Siamlo, Victoria Sedji.
Miser sur les énergies renouvelables pour développer son secteur énergétique, c'est le pari lancé par le royaume d'Eswatini. D'ici la fin 2020, 10 MW de centrales solaires photovoltaïques seront mises en service. 40 MW de centrales à biomasse sont déjà en cours d'installation. Des autorisations ont également été données à des producteurs indépendants pour développer 40 MW de centrales d'énergie solaire photovoltaïque. C'est un avantage énorme. J'ose croire qu'un pays comme celui-là a pu maîtriser la technologie. C'est une révolution. Je crois que le royaume de Swatini, l'ancien Swaziland, est en train de nous donner un sens concret à ce qu'on appelle de plus en plus d'économie circulaire. Comme ils sont même dans l'océan Indien, je crois qu'à l'avenir, ils devraient également produire l'énergie éolienne parce que des grands vents dans l'océan Indien, il y en a suffisamment. Le royaume d'Eswatini mène depuis peu une politique de distribution de compteurs prépayés. D'après le ministère de l'Énergie, cette politique permet un meilleur recouvrement des factures et une plus grande rentabilité de la compagnie électrique nationale. Celle-ci devient alors capable de financer en interne certains projets et d'appuyer des initiatives locales. Pour le prépayé, ça va donner beaucoup d'argent à la compagnie. Mais la fonction sociale de l'État, sa fonction régalienne de s'occuper de donner l'énergie au plus grand nombre ne sera pas remplie. En ce sens que celui qui n'a pas d'argent ne pourra pas acheter. Donc cette politique-là, je suis pour qu'on applique ça peut-être à 80%. Et les 20 autres pourcents, on met sur pied un système de distribution d'énergie à post-payer. Voilà, c'est-à-dire quoi? Vous consommez, on vous adresse la facture, vous payez. Répartie sur 4 centrales, la puissance installée du royaume est de 60,4 MW et ne satisfait que 17% de la consommation énergétique nationale. Le pays doit alors importer depuis l'Afrique du Sud et le Mozambique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.